Je suis très émue pendant toute cette vidéo. Je crois que c'est tellement le sujet de ma life qui m'handicape. Bref, quand j'ai dépassé la barre des 100 kilos, pour moi, ça a été un point de non-retour. Je vais vous dire, C'est un truc que je trouve, quand elle dit c'est le sujet de ma life, moi je trouve ça hyper triste. comment vous dire, c'est tellement difficile pour moi. C'est tellement difficile de me mettre un cadre alimentaire, de me mettre un cadre tout court. C'est très compliqué pour moi de faire des efforts tout court. C'est très compliqué pour moi. Des efforts de boulot, des efforts de sport, de me motiver. C'est normal. Je suis pas une meuf sportive, je suis pas une lève-tôt, je suis pas une meuf qui a la gagne. Je ne suis pas une meuf sportive, je ne suis pas une meuf qui se lève tôt, je ne suis pas une meuf qui a la gagne. Là, elle a un dénoncé des histoires qu'elle se raconte, qui n'existent que dans sa tête. Sur pourquoi je me traite comme ça, en fait. Haïdar, j'ai réussi à pas finir mon assiette. C'est vraiment une réussite? Est-ce qu'on se fait un petit badge ou quelque chose? Je m'en fous. J'ai une petite réponse. Elle dit pourquoi est-ce que je me traite comme ça? Et je sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la première vidéo, elle dit je me déteste. Bon bah voilà, elle est là la réponse. Juliette, si tu te détestes, tu peux pas prendre soin de toi sincèrement. Tu peux pas t'aimer sincèrement si tu te détestes. Quand on se déteste, quand on déteste quelqu'un, on a envie de lui faire du mal. On a envie de lui faire subir des choses. Récemment, je suis tombée sur pas mal de vidéos sur TikTok et Instagram de nanas grosses qui se montraient heureuses et bien dans leur corps. Et je me questionne, je me demande si c'est vraiment possible ou si c'est pas un leurre. C'est pas un jugement, c'est franchement une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on peut être heureuse en étant grosse? Si on peut pas, si on ne peut pas être heureuse en étant grosse, on le sera jamais en étant mince. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais pas de TCA. Et en fait, je pense que j'ai complètement des TCA. Je pense que j'ai complètement des troubles du comportement alimentaire depuis toujours et que je me voile complètement la face. Parce que Des années, des décennies de thérapie, de psy, moi je me pose la question, je me dis quand même, faut se poser la question, faut se dire, bah, au bout d'un moment, quand on fait des années de thérapie et qu'on voit un psy, si ces aspects-là n'ont pas évolué, peut-être qu'il est grand temps de faire quelque chose de différent, d'essayer quelque chose de différent. Salut, c'est Haïdar et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui te permet de te débarrasser de tes obsessions alimentaires pour faire la paix avec ton corps et la nourriture. Je suis ravi aujourd'hui de te retrouver dans la deuxième partie de la vidéo réaction, la vidéo d'analyse à Juliette Katz, 35 ans, que ça dure. Si tu n'as pas encore regardé la première partie, je t'invite vraiment à commencer par là, sinon tu risques de pas tout comprendre de ce qu'on raconte dans cette deuxième partie, dans cette deuxième vidéo. Si c'est déjà le cas, je te souhaite la bienvenue. Je te rappelle que cette vidéo n'a pas pour objectif d'attaquer Juliette, mais au contraire d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et d'intégration sur les problématiques et les souffrances qu'elle élabore ici. Si tu veux être sûr de ne louper aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à activer clochette, la petite cloche. Je ne vais pas faire beaucoup plus d'introduction. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce nouvel épisode. Et puis, sans transition, on y va. je vous ai dit que c'était une vidéo assez intime. Bon, en fait, c'est la vidéo la plus intime de ma chaîne, clairement. Je sais pas où est-ce que ça va aller, je sais pas si ça va servir, peut-être que ça fait voyeuriste pour certains et d'autres, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... et je me dis aussi que pour moi, mais comme ce que j'avais fait pour les vidéos de grossesse, que pour moi, c'est un exercice aussi de faire ça, et surtout, c'est une vidéo que je laisse, c'est un peu une trace que je laisse de tout ça. Ce dont je vous ai pas encore parlé, c'est finalement, je dirais, quel est mon rapport à la nourriture, comment je mange. Parce que peut-être que pour beaucoup de gens, je m'empiffre ou d'autres, je mange pas beaucoup. En fait, je pense que je vais vous embarquer avec moi sur une journée de comment je me nourris. Comme ça, vous voyez un peu quel est mon rapport et pourquoi je mange ça plutôt que ça. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je vois bien que dès que je fais attention à ce que je mange, bah, je perds du poids, relativement vite en plus. En fait, vu que j'ai pas envie de me frustrer parce que ça me saoule, et parce que vu que j'aime manger, j'aime ça, j'aime la nourriture. Il y a des gens chez qui la nourriture, c'est pas un sujet, c'est pas important. Il y a même des gens qui n'aiment pas s'alimenter, j'en ai rencontré. Il y en a qui mangent uniquement parce qu'il faut manger, sinon on meurt. Moi, disons que j'ai un rapport, je pense comme beaucoup, j'aime ça, j'aime découvrir des nouvelles choses, j'ai une curiosité culinaire. Mon mec m'a dit une fois que, globalement, moi, dans la vie, hors de la nourriture,
Je suis rarement extatique. Je suis rarement genre, oh putain, mais c'est génial ce truc. Je suis rarement comme ça. Je dis souvent, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa. Alors que la nourriture, quand je peux manger un truc que je trouve ouf, c'est là où je vais être genre, putain, mais c'est incroyable. Et la dernière fois que j'ai eu cette réaction, c'était au Japon, à Osaka. Je m'en souviens très bien. Et on a mangé dans un bar à sushi, un bon bar à sushi. Et j'ai pris le sushi et vraiment j'ai regardé mon mec. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, mais la texture, et tu te rends compte le volume que ça. J'étais partie, j'étais genre, j'ai pris énormément de plaisir. Et en tout cas, voilà, dans ma manière de m'alimenter, je fonctionne uniquement par envie. Avant, je fumais. Et disons que On voit ici que Juliette se raconte une histoire à elle-même. C'est qu'elle aurait une hyper appétence pour la nourriture et qu'en fait, presque ce serait quelque chose comme ça, dîner. Pourquoi pas? C'est intéressant. Mais en fait, je crois surtout que ça fait le pont avec ce qu'on disait dans la première partie, dans la vidéo de la première partie, dans laquelle on analysait le fait que très tôt dans sa vie, depuis son enfance, elle a été dans la restriction, dans la privation, et donc qu'en fait, la nourriture, très tôt, très, très tôt, la nourriture, c'est devenu une sorte de plaque tournante de toutes les questions, de toutes les tensions, de tout en fait. C'est devenu l'espèce de soupape de compréhension de son rapport à elle-même, de son rapport aux autres, de son rapport au monde. Et en fait, la nourriture, c'est devenu quelque chose de très rare, de très interdit, de très diabolisé, et du coup, de très attirant. Et en fait, ça s'est tellement développé à la fois dans son identité, mais aussi dans ses croyances, qu'aujourd'hui, elle en arrive à se dire, bah, en fait, moi, c'est inné, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime trop la nourriture. Et en fait, bah, la nourriture, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Et c'est normal parce que ça nous permet de survivre. Donc, c'est assez important de se nourrir, de manger. Mais je suis persuadé à nouveau que si Juliette fait ce travail de transition, c'est-à-dire ce travail de pacification alimentaire, et parfois c'est vraiment la description, c'est de se dire, putain, la nourriture, et vraiment je l'entends, au bout de quelques semaines, de quelques mois d'accompagnement, les gens me disent: «Haïdar, en fait, la nourriture a perdu de son attrait, la nourriture a perdu de son pouvoir sur moi», et on me le dit, alors que c'est ce que les gens recherchent généralement, on me le dit comme quelque chose pratiquement de triste. Parce qu'en fait, la nourriture, ça fait toujours plaisir, mais ça redevient juste de la nourriture. C'est juste de la nourriture, c'est tout. Ni plus ni moins, c'est de la nourriture. Ça reprend sa place. Alors que là, on le voit bien dans la manière dont elle le décrit, la nourriture est beaucoup plus que juste de la nourriture. Ça prend beaucoup de place. côté positif à ça, c'est qu'en fait, le matin, je ne mangeais pas. Je n'ai pas mangé pendant des années. Je dirais bien 10 ans. Parce qu'en fait, moi, c'était café au lait d'avoine ou Starbucks ou machin. Et je ne sais pas combien de cigarettes. Maintenant, je n'ai plus de cigarettes. Je prends des cafés, mais c'est pas suffisant. Je ressens un manque, une envie, plus qu'un manque. Et donc, mon mec a pris la mauvaise habitude, mais c'est de ma faute, d'aller me chercher une baguette de pain tous les matins. Et je mange la baguette entière. Donc évidemment que ça va grossir, bien sûr. Je me fais du beurre confiture le matin. Je suis Bon, là, il y a quand même un truc qu'elle dit quand elle dit, bon, avant, j'avais la chance de ne pas déjeuner le matin parce que je fumais. Je rappelle quand même que la cigarette, enfin, on le sait, hein, c'est parce qu'il y a d'idéal pour la santé, c'est-à-dire que la cigarette, c'est quand même un truc qui nous tue à petit feu. Et elle parle de la chance, alors peut-être qu'elle le dit d'une manière qui est un peu, mais elle dit la chance en disant: «Ah bah au moins je mangeais pas». Mais en fait, je pense que c'est mieux de manger que de fumer, je crois profondément. Et là donc elle parle de l'idée de cette mauvaise, vous voyez, elle dit mauvaise habitude de la baguette. Donc si vous voulez, on pourrait se dire, dans les personnes qui vont écouter ce témoignage, se dire: «Ah non, mais c'est bon, en fait, Juliette, elle est dans l'autorisation, elle se donne le droit de manger tout ce qu'elle veut». Ben non. Enfin, oui, elle se donne le droit de manger ce qu'elle veut physiologiquement, c'est-à-dire elle a cette autorisation pragmatique de manger, mais en attendant, on va le voir, elle se juge constamment par rapport à ce qu'elle va consommer. Et donc, elle est dans une autorisation physique. Par contre, elle est dans une restriction mentale et émotionnelle. Et c'est ce que je qualifierais le pire des deux mondes, parce qu'elle souffre du fait de manger beaucoup, et en même temps,
elle souffre du fait d'être en restriction. Il y a vraiment une sorte de double qui est terrible. Mais bref, continuons. Je suis très contente parce que j'adore ça, mais je me fais presque la baguette entière. Je laisse genre ça, tu sais. Maintenant, à 35 ans, mon rapport à mon corps, il est pas calmé, il est pas soigné, il est pas tranquille. Il est pas tranquille. Mais du coup, parce que dans la dernière vidéo, vous vous rappelez, elle parlait des années, des décennies de thérapie, de psy. Moi, je me pose la question, je me dis quand même, faut se poser la question, faut se dire, au bout d'un moment, quand on fait des années de thérapie et qu'on voit un psy, si ces aspects-là n'ont pas évolué, peut-être qu'il est grand temps de faire quelque chose de différent, d'essayer quelque chose de différent. C'est vraiment la proposition ici, sur cette chaîne YouTube Pacification Alimentaire, c'est de proposer quelque chose de radicalement différent. Sinon, je ferais pas cette vidéo. Et j'aimerais tellement, en fait, arriver à un stade de ma vie où mon poids n'est plus un problème. Ou même, je dirais même, mon apparence n'est plus un problème. Parce que je pense que ça va au-delà du poids. Et je vous l'ai déjà dit, mais je suis admirative devant toutes ces femmes et devant ces hommes, mais je dirais ces femmes, pour qui l'enveloppe n'est pas un sujet. J'en connais pas beaucoup, mais bon, en tout cas, c'est apaisé, c'est serein de ouais, vas-y, j'aimerais peut-être avoir un peu plus de sein, avoir un peu plus de cul, mais en fait, ça va, je me sens bien. Moi, Pour avoir ça, ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais dans la dernière vidéo dont on parlait, qu'on analysait, c'est que pour obtenir ce résultat dont elle parle, qui est vraiment l'idéal, qui est pour moi l'amour de soi, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de se trouver beau tout le temps. Et même, c'est normal de se trouver parfois inesthétique. Heureusement, je sais pas, quand je me lève le dimanche matin avec la tête de travers, la gueule de bois, heureusement qu'on ne se trouve pas esthétique. Et c'est là, en fait, c'est là que l'amour de soi intervient. L'amour de soi, c'est s'accepter radicalement. C'est-à-dire, pas se trouver beau, mais se trouver laid, et être pour soi quand même, être là pour soi quand même, s'accepter, se prendre tel qu'on est tout le temps. Des fois, je suis esthétique, des fois, je suis pas esthétique. Mais en attendant, c'est moi. Et je suis loyal à moi. j'en suis pas là. Je m'égare trop. À la base, j'étais juste venue vous dire que j'aimerais bien vous embarquer avec moi dans une journée type de nourriture. Allons-y. Donc, je pense que je vais le faire. En fait, on va s'arrêter là. Je le ferai pas demain. Je pense que je le ferai après-demain. Parce que demain, je vais être un peu par Mons et par Vaux. Que je ne serai pas toute seule et tout. Donc, après-demain, ce sera bien. Et voilà. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas parlé. Ça fait un petit moment en fait, je crois que ça fait genre, je sais pas, une bonne semaine. Bon, j'allais dire on ne change pas une équipe qui gagne. Bah ouais. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit, je vous montrerai ce que je mange. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y ai pensé, mais que c'est difficile pour moi de vous partager ça parce que c'est un truc extrêmement pudique pour moi parce que, encore une fois, la pudeur, ça se place bien là où on a envie, mais c'est un truc que j'ai jamais vraiment montré, comment je mange au quotidien, comment je mange sur une journée. Donc je sais pas si je vais y arriver, franchement je sais pas. Là il est 13h30, ce matin j'ai mangé des céréales avec du lait, voilà. Et je me suis fait un café au lait d'avoine à un moment, 1 heure après, avec du sirop de vanille sans sucre. Et ce midi justement, je savais que j'allais être sans mon mec et donc du coup qu'il n'allait pas faire à manger pour moi. Bah du coup je me suis fait des gaufres saumon avec un peu de Philadelphia. Pourquoi je fais ça? C'est très nouveau dans ma vie de faire des gaufres. Je me suis acheté un gaufrier et en fait je regardais une story. Non mais franchement, je suis très influenceuse, très influençable et très influenceuse. Je regardais une story de Louise Chabat qui parlait de son fils. Où elle lui faisait des gaufres le matin et elle disait moi de temps en temps je me fais des gaufres avec mon gaufrier où je me fais du cream cheese et saumon. Je me suis dit oh putain ça doit être trop bon. Ouais, vrai. Je me suis acheté un gaufrier. J'avoue. Et je me suis acheté une prépa pour me faire des gaufres. Génial. Et c'est la troisième fois que j'en mange. Je trouve ça très bon. Ouais, en fait, je pense que moi j'ai vachement de mal encore maintenant à savoir pourquoi j'ai envie de mincir, si c'est uniquement pour ma santé ou uniquement pour mon apparence ou pour les deux. Évidemment, comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est pour les deux. Parce que je sais que j'ai des problèmes de santé et en même temps, en fait, c'est là où c'est complexe, mais je vous en parlerai un autre moment parce que ça va refroidir et ça va me saouler. Mais je vous en parle juste après. Ça marche. Promis, je vous oublie pas. Enjoy. Je vous ai dit que je revenais. Je vais me faire ça. J'ai pris les deux. Pourquoi? J'ai plus faim. En vrai, je n'ai plus faim parce que j'ai bien mangé.
J'ai même pas réfléchi, je me suis vraiment dit, oh c'est bien 2. Tu vois, c'est pas aller plus loin. Donc, je vais m'en faire un et puis après on verra. Par rapport à la... Excellent exemple de ce que je qualifie d'être une déconnexion au corps. En fait, on voit là l'impact des rééquilibrages alimentaires qu'elle a dû subir toute sa vie et ce qu'ils appellent des rééquilibrages alimentaires qui font en fait des régimes remarketés, redesignés. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'en fait, quand elle dit, bah, en fait, j'ai plus faim, je n'ai pas spécialement envie, juste 2, c'est bien. En fait, c'est l'aspect comme ça, complète déconnexion avec le corps. On ne part plus de voilà ce que mon corps me demande. Mon corps a faim, pas faim, envie de ça, pas ça, etc. Parce que ça fait des années qu'on lui a appris que ce que son corps lui demandait n'était pas OK, n'était pas bien, n'était pas juste, n'était pas. Il fallait lui imposer des règles. Tu manges ci, ça, en telle quantité, etc. Et donc, petit à petit, elle s'est déconnectée de son corps. Et là, c'est la manifestation de ça. Elle a tellement désappris à écouter son corps à cause des régimes, qu'aujourd'hui, eh ben, il n'y a plus aucun repère. Il n'y a plus de repère. Bah, je pense que c'est ça que je dois manger, comme ça fait plaisir, machin et tout. Mais en fait, il n'y a pas ce truc intuitif, naturel de régulation qui est le corps. Des fois, il a faim, des fois, il n'a pas faim, des fois, il a envie d'une viande rouge, des fois, il a envie d'une pâtisserie, des fois, il a. Voilà, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. Plus ça. La santé, quand je vous disais que j'ai pas de problème de santé mais qu'en fait j'en ai, j'ai quand même pas mal de trucs, enfin pas mal. J'ai cette maladie, est-ce que c'est une maladie? Je ne sais pas, bon bref, j'ai ce truc à la tête qui s'appelle l'hypertension intracrânienne idiopathique. C'est qu'on a trop de tension dans le cerveau. Et j'ai ça depuis à peu près 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc j'ai des médicaments. Et ce problème-là me donne mal à la tête. Ce qui fait que, c'est pour ça que je me mets ça de temps en temps sur la tête. C'est du menthol en fait. Je mets ça et parfois je prends des Doliprane quand j'ai vraiment mal. Et j'ai des médicaments. Et donc évidemment je suis suivie par des neurologues et par des ophtalmos. Et à chaque fois... C'est quand même... Voilà. Je m'avance pas trop là-dessus. Juste une rapide hypothèse. On a parlé de la déconnexion de la tête et du corps. On voit qu'en fait, Juliette, elle a toute sa sensibilité qui est normalement vécue dans le corps, parce que la sensibilité, c'est dans le corps, et elle a sa tête, et on voit qu'elle est dans l'hyper-réflexion, intellectualisation. Peut-être que ce qui est boulimique, c'est le mental. Et en fait, ce qu'on observe, parce qu'elle en parle dans la dernière vidéo, elle dit qu'à un moment donné, elle se gratte, elle se griffe là, au niveau du front. Là, elle dit qu'elle met ce truc sur le front, et on voit que la pathologie dont elle parle, c'est une espèce d'hypertension intracrânienne. Je sais pas. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est une hypothèse, ce à quoi ça me fait penser, c'est au fait qu'en fait, sa tête, son mental déborde. Son corps est déserté. Il n'est pas habité. Il est déserté. Il y a une séparation là. Et la tête est prête à exploser, quoi, parce qu'elle est surchargée. C'est juste une hypothèse. J'y pensais, donc je la partage. Après, tout le monde en fait ce qu'il veut. Enfin, surtout Juliette. Fois, ça tombe. Enfin voilà, les gens me disent, il faut perdre du poids. On a remarqué que c'était principalement que les femmes qui avaient ça. Il y a des hommes, mais c'est principalement les femmes, et c'est souvent en lien avec leur poids. Donc on remarque que quand les patientes, elles perdent 15% de leur poids, et ben elles ont plus ce problème-là. Donc au début, je pensais que c'était en lien avec la grossophobie. Après, je me suis dit, en fait, arrête, peut-être que ce n'est pas en lien avec ça. Donc j'ai perdu. J'avais perdu genre 10 kilos, je les ai repris depuis, mais j'ai pas vu de différence. Je suis sur un groupe Facebook de gens qui ont cette maladie, l'HTIC, l'hypertension intracrânienne idiopathique. Idiopathique d'ailleurs, ça veut dire on ne connaît pas la cause. Donc les médecins disent que c'est en lien avec le poids, mais on ne connaît pas la cause. Voilà. Sur ce groupe Facebook, il y a du coup que des gens qui ont cette maladie / ce symptôme-là. Il y a des gens qui ont dit j'ai perdu 50 kilos, ça a tout changé. J'ai perdu 50 kilos, ça a augmenté tous mes symptômes. J'ai perdu 30 kilos, ça n'a rien changé, ça s'est empiré. Il y a pas mal de gens pour qui ça s'est empiré aussi, donc... En fait, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser et je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir quoi penser. Donc ça, c'est quand même assez emmerdant. Après, vous allez me dire, ouais, mais en fait, perds du poids parce que au final, t'es pas heureuse et ça te fera du bien dans ta santé, quoi qu'il. Ouais. Allez dire ça à toutes les personnes qui sont en surpoids. Ou allez dire ça à toutes les personnes qui sont anorexiques et on leur dit, allez, faut que tu manges. Ouais.
c'est pas aussi simple, quoi. C'est tout un truc de déconstruction, de croyances, d'émotions qui sont ancrées. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suis d'accord. En effet, je pense que ça n'a rien à voir avec la volonté. La volonté peut participer à un Ça a à voir avec la volonté, mais pas dans le sens qu'on pense. C'est-à-dire que, en fait, on a cette croyance un peu sournoise dans la société que les gens qui sont en surpoids ou en obésité le sont parce qu'ils manquent de self-control, qu'ils manquent de volonté. Ce que j'ai observé avec le temps, c'est que c'est l'exact opposé, c'est l'exact contraire. Plus quelqu'un a du self-control et de la volonté, plus son risque de tomber dans les troubles du comportement alimentaire, de développer du surpoids et de l'obésité est important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tranquille, qui est chill, qui a pas cette quête de perfection, de il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse, il faut que je change, blablabla. C'est possible qu'à un moment donné de sa vie, il se dise ah ouais, il faudrait que je perde un peu de poids. Puis il se dit allez oui, ce serait bien que je mange un peu mieux. Puis 5 minutes plus tard, il a oublié, puis il s'en fout. Puis des fois, il fait attention, puis des fois, il fait pas attention. Puis du coup, c'est voilà, ça continue de fonctionner. Alors, c'est pas idéal, c'est pas hyper épanouissant, mais cette personne va jamais vraiment développer quoi que ce soit en termes de TCA ou de parce que sa volonté, bon, elle est, euh, elle est ce qu'elle est, tranquille, tu vois. Alors que quelqu'un qui cherche à surcompenser sa faible estime de soi, sa détestation de soi, par des hyper hautes attentes, exigences, c'est-à-dire ce qu'on appelle le perfectionnisme, bah, cette personne, elle est prête à se priver de nourriture jour et nuit, se faire vomir, à se surentraîner, à faire des trucs invraisemblables que le commun des mortels ne ferait pas. Et c'est à cause de ces trucs que cette personne finit par tomber dans les troubles du comportement alimentaire et finit par effectivement prendre du poids. Et donc, la volonté, ce qu'on appelle le self-control, que je déteste, que je trouve d'une toxicité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'autodiscipline, c'est pour les faibles. C'est une de mes. Pour moi, c'est ma vidéo préférée. Je pense que c'est ma vidéo chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir après cette vidéo. Elle s'affiche là dans le coin. L'autodiscipline, c'est pour les faibles, dans lequel j'explique pourquoi est-ce que je considère que c'est hyper toxique. Pourquoi est-ce que c'est hyper toxique? Et en fait, donc oui, la volonté, elle a un impact, mais en fait, la volonté, elle a un impact hyper néfaste et toxique. changement, mais c'est pas, pour moi, c'est pas uniquement le quand on veut, on peut, quoi. Typiquement, pendant ma grossesse, c'est là où ça a été très surprenant, c'est que pendant ma grossesse, j'ai perdu 13 kilos. Ah. J'ai pris 8 kilos à la fin, 8 kilos ouais, à la fin de le dernier mois de ma grossesse. J'accouche et le lendemain, je me suis pesée, j'ai perdu 10 kilos. J'étais à 96, ce qui est beaucoup, on est bien d'accord. Mais moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas été à ce point-là, à ce poids-là. Et je me regarde et je touche mon corps et je me reconnais pas. Et j'ai un corps que je n'ai jamais eu. J'ai des endroits qui sont creusés. J'ai pas vu ces creux-là depuis des années. J'ai un ventre plat. On s'entend quand je dis ça. Et 3 mois. Autre petite hypothèse, c'est quand même marrant qu'au moment où elle crée la vie en elle, va donner de la vie, c'est-à-dire qu'elle se place dans une lignée transgénérationnelle, les parents, etc. Et puis, elle se place là-dedans. C'est comme si le fait de devenir maman lui donnait une autre place que celle de juste être Juliette et toutes les croyances qu'elle avait sur le fait d'être grosse, etc. Et du coup, tout d'un coup, le corps, naturellement, sans qu'elle soit dans une restriction, va se libérer d'un certain poids. On va voir qui va revenir, qui revient après. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Qu'en fait, à nouveau, le poids, c'est la conséquence de l'environnement et c'est pas le poids qui détermine. Bref, continuons. Après, je reprends 10 kilos et là, j'ai un ventre que j'ai jamais eu de ma vie, qui est un ventre mou, qui est un ventre hyper mou, qui est un peu une genre de pâte à pain, tu vois, une pâte à pizza où tu fais ça et ça blablabla, tu vois. J'arrivais plus à m'habiller. C'est pas que mes vêtements, je rentrais pas dedans, parce qu'en soi, je rentrais dedans, mais c'est juste que tous mes pantalons marquaient ma taille et ça marquait le ventre, je sais pas comment dire en fait, mais je peux vous montrer. C'est en fait, disons que voilà, tu vois, c'est comme ça. Bon là, c'est mes cicatrices parce que je me suis fait opérer de la vésicule biliaire, mais en fait, c'est je sais pas comment dire, ça bloque. Donc quand je mettais un pantalon genre comme ça, tu vois, on voyait cette démarcation. Putain, vraiment, je me montre maintenant, j'ai pas de soutif, je vous montre mon bide, plus aucune limite. Mais voilà,
Autre petite hypothèse, à nouveau, on est dans vraiment les élucubrations, mais je les partage avec vous, on est là pour ça. Euh, Son ventre est plein de la vie. Et puis elle accouche. Son ventre est vide. Et tout à coup, à partir de là, elle reprend 10 kilos, elle les reprend au niveau du ventre. Est-ce que ce ne serait pas l'expression dans son corps, de l'angoisse, du vide qui est laissé par cet accouchement? Et l'angoisse du vide, c'est quelque chose qu'on retrouve parce que l'angoisse du vide, la peur du vide existentiel, c'est une des peurs que je retrouve le plus souvent en dessous de la peur de maigrir, de la peur de perdre du poids ou de la peur de grossir. En fait, pourquoi? Parce que c'est une peur qui est liée à la peur de la mort. Voilà, en très résumé. Continuons, n'allons pas si loin. Haïdar, revenons dans le concret. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans ce récit-là. Est-ce que je vous ai même pas dit combien je pesais? Parce que pour moi, ça c'est aussi un truc de l'intime. Je crois que j'ai un peu honte du poids que je fais. Et ça me... Ouais, je suis très pas fière intéressant. de ça, quoi. Je me dis vraiment genre, waouh, c'est beaucoup. Je fais 1m70. Ouais, je fais 1m69. Mais je dis que je fais 1m71 depuis toujours. Laissez-moi tranquille avec ça. Je me suis mis avec mon mec, il y a 7 ans maintenant. Je pesais 98 kilos. À peu près. Et en fait, maintenant, j'en fais 110. J'ai été jusqu'à 125 une fois. Quand j'ai dépassé la barre des 100, ça a été un coup de massue. Vraiment, je me suis dit non. Moi? Non, c'est impossible. J'ai très longtemps, là je me livre, mais alors, quand je vous dis que c'est la vidéo la plus intime de ma chaîne, bon ça marche pas, j'en sais rien, whatever, je m'en fous un peu, je pense que c'est un peu utile en fait que je vous parle de ça. C'est pas juste je vous blablate ma vie et je vomis mon histoire, c'est juste que je pense que ça peut faire du bien aux gens de se reconnaître en l'autre et que vous n'êtes pas seul, vraiment, vous n'êtes pas seul et qu'on est Merci. nombreux à souffrir et à être malheureux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Je suis très émue pendant toute cette vidéo, je crois que c'est tellement le sujet de ma life qui m'handicape. Bref, quand j'ai dépassé la barre des 100 kilos, pour moi, ça a été un point de non-retour. Je vais vous dire... C'est un truc que je trouve, quand elle dit c'est le sujet de ma life, moi je trouve ça hyper triste. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment, là, en écoutant, en découvrant, parce que comme je vous l'ai dit, moi je connaissais pas Juliette, mais plus j'apprends à voir des choses sur elle, plus je me dis, mais en fait, c'est ouf. Juliette, elle est ouf. C'est une personne qui est géniale. Elle est incroyable. Elle a un potentiel de ouf. Putain, mais c'est tellement dommage que le sujet de sa life, ça soit le poids et la nourriture. Il y a des choses qui sont tellement plus importantes. Il y a des sujets qui sont tellement plus importants. Elle a tellement plus à faire sur Terre que ça. Enfin, c'est mon opinion, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut avec. Mais moi, c'est mon opinion. C'est que je me dis, mais putain, mais quel gâchis de mettre toute cette énergie et toute cette attention là-dessus. Parce qu'on s'en fout, putain. On s'en fout. Ce n'est pas intéressant. Réglons cette question une bonne fois pour toutes pour qu'elle puisse passer à autre chose. On va pas rester sur le même disque de prendre du poids, perdre du poids le reste de sa vie. Merde. Bon, Juliette, à nouveau, si tu m'entends et que tu n'as pas encore pris contact avec moi, je t'invite, si tu es en train de nous écouter, à prendre contact avec moi. J'adorerais discuter avec toi et éventuellement faire un travail ensemble, peut-être. Voyons si c'est possible. Toutes les pensées que j'ai eues, à la fois je me suis dit, c'est pas possible. Et en même temps, je me suis dit, bah évidemment, tu mérites que ça, de toute façon. Un peu un truc de tu mérites que ça. Et maintenant, je fais 110 en vrai, et je fais un peu moins, un peu plus. Je me suis pas pesée depuis quelques temps, justement parce que je pense avoir pris du poids. Ouais, quand j'ai dépassé les 100 kilos, ça a été très dur pour moi. Et en fait, je crois que depuis ce moment-là, bien que il y a eu ça avant, hein, mais je crois que j'ai commencé à vouloir me convaincre, en fait, que je pouvais toujours être belle et désirable malgré mes 100 kilos, quoi. Parce qu'en fait, pendant toute ma vie, moi, j'ai cru que être grosse n'était pas synonyme de être belle et être désirable. Parce que j'ai grandi avec ça à travers mes parents. Et pas qu'à travers mes parents, j'ai pas que les blâmer, quoi. La société, les magazines, la publicité, tout ce qu'on voyait, tu voyais que des femmes blanches, hétérosexuelles, minces, réussir. Voilà, réussir après la notion de réussite, échec, machin, mais je ne voyais pas, je n'avais pas d'exemple de femmes en surpoids, en chair, grosse, on appelle ça comme on veut, être en lumière en fait, ou réussir dans leur métier. J'ai eu besoin, je pense, de me rattacher à une image, à un truc que moi j'ai projeté de moi, de me dire, en fait, je peux quand même être belle, je peux quand même être désirable. Donc voilà, je vous ai beaucoup parlé là, mais j'ai besoin de couper un peu la caméra là. J'ai trop parlé là.
J'ai besoin de couper parce que j'ai trop de pensées contradictoires qui se mélangent et tout. J'ai besoin de me poser et je vous reprendrai un peu plus tard. De toute façon, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous disais ce que je mangeais. Donc ça, je vais aller le... Vous voyez cette notion du trop? Là, elle exprime le trop de pensée, c'est trop, trop. Elle fait ce geste au niveau de la tête. Je veux pas dire, mais ça semble quand même soutenir l'hypothèse qu'on formulait tout à l'heure par rapport à l'hyperactivité psychique et mentale qui surcharge cette zone-là. reposer. Ah, ça m'a fait du bien de parler avec vous. Je vais le reposer parce que je n'ai plus faim. Je pense que je me ferai un petit café. Je vous dirai. Mais là, je vais aller pas me reposer, mais j'ai besoin de plus parler là, pendant un temps. Et là, quand elle se félicite de ne pas avoir mangé le deuxième yaourt, on pourrait se dire, ah oui, bah c'est bien, elle n'a pas mangé, c'est une bonne chose. Mais en fait, c'est de la restriction. C'est de la restriction émotionnelle. Parce que si elle se félicite de ne pas avoir mangé le yaourt, alors, le jour où elle le mangera, eh ben, le pendant opposé, la polarité opposée, sera de se dire: «Putain merde, j'ai raté, j'ai foiré, j'ai mangé le deuxième yaourt, alors qu'il fallait pas». Alors qu'on s'en fout, tu le manges pas, on s'en fout, ça n'a aucune valeur morale. Ça n'a aucune valeur morale. Il n'y a pas de félicitations à se donner parce que j'ai pas mangé le yaourt. Mais je comprends parce que c'est complètement dans la lignée de la restriction, mais je voulais quand même le dire. Parce que des fois on se dit: «Ah oui, ah oui, Haïdar, j'ai réussi à pas finir mon assiette». C'est vraiment une réussite? Est-ce qu'on se fait un petit badge ou quelque chose? Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est de se dire: «Ah, je me permets de marquer une toute petite pause pour te rappeler que si jamais toi aussi tu souhaites aller dans un processus de pacification alimentaire pour te libérer, tu as encore peut-être la possibilité de cliquer sur le lien qui s'affiche en premier commentaire ou en description pour voir s'il y a des créneaux horaires de disponibles pour l'appel de bilan personnalisé offert. Concrètement, il s'agit d'un appel Zoom avec moi durant lequel on va pouvoir faire le point sur ta situation et voir si peut-être on a la possibilité de travailler ensemble. À partir de là, retournons à la vidéo. Je me félicite parce que j'ai été en connexion avec mon corps et j'ai ressenti le besoin, effectivement, de ne pas finir ça. Donc, ce dont on se félicite, c'est pas le fait d'avoir mangé moins ou de s'être arrêté à un certain moment. C'est pas une performance. Ce dont on se félicite, c'est d'avoir été au contact de son besoin et de l'avoir respecté dans un sens comme dans un autre. J'étais en train de travailler et de ranger en même temps. Et je vais me faire un café, au lait d'avoine bien sûr. Il est 15h30, donc ça fait 2 heures que j'ai mangé. Et je vais vous partager ma réflexion, qui est débile. Débile. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de grignoter. J'ai envie de manger un truc. Je me suis dit, bah non, franchement, c'est pas ouf. T'as mangé il y a 2 heures, t'as pas faim. Donc je me suis dit... Et à nouveau, il y a un désir et immédiatement après, il y a la voix mentale qui va venir invalider ce désir. Non, dire non, ce que tu ressens là n'est pas juste. Tu n'as pas le droit. Et à force, parce que là c'est un petit exemple, mais probablement que cet exemple il se répète à l'intérieur de son rapport à elle-même depuis des décennies. Quand on se répète ça en permanence, bah évidemment, on ne se croit plus, on n'a plus aucune connexion à soi, parce qu'on est tout le temps en train de s'invalider dans ce qu'on ressent. Je vais me faire un café à la place. Sauf que... Ne fais pas un café à la place, Juliette. Si tu as envie de grignoter, grignote. Grignote pleinement. Donne-toi pleinement l'autorisation radicalement de grignoter. C'est pas juste un café. Je vous montre. Je vais faire couler mon café. Je mets pas beaucoup de café. Je prends mon lait d'avoine, désolé pour ce bruit, que je mets dans mon mousseur à lait. Parce que j'aime bien quand ça mousse et quand il y a un petit peu d'onctuosité. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Je le mets là. Hop, on attend. Et ensuite, j'ai prévu de mettre un peu de crème chantilly parce que pourquoi pas. Et par-dessus mettre du caramel parce que pourquoi pas. Alors ça, c'est assez nouveau. Ça date de genre 1 semaine que je fasse ça. Pourquoi? Parce que j'ai certainement dû voir des gens sur TikTok, sur YouTube, se faire un café classique et elles se rajoutent un peu de chantilly. Et je me suis dit, oh putain, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je me suis acheté une chantilly et je me suis acheté du caramel. Ce qui est pas bon pour la santé, on est bien d'accord. Si tu le fais juste de temps en temps, why not? Sauf que moi, je me fais mes cafés avec du sirop. Mais attendez, parce que j'ai pas fini. Je prends mon sirop de vanille sans sucre, certes, mais c'est du faux sucre et c'est dégueulasse. Ça sucre un petit peu le café. J'attends que mon mousseur à lait fasse le taf. Et tu vois, là, je suis en train de me poser la question parce que
J'ai pas faim, mais je suis tellement habituée à grignoter dans ma life que c'est très difficile de changer. J'ai souvent un truc en bouche. N'y voyez pas. Alors, plusieurs choses. Même si son objectif, c'était la perte de poids, ce que je recommande fortement de ne pas faire. On voit que son refus de grignoter alors qu'elle a envie de grignoter, elle se dit: «Je n'ai pas le droit de grignoter parce que je n'ai pas vraiment faim». Elle entend faim physiologique, on va voir ça tout à l'heure et en fait, ce qu'elle dit, c'est: «J'ai pas le droit de grignoter, du coup, je vais me faire un café» et end up dans son café, elle met tous ses ingrédients. Donc on se rend compte que même d'un point de vue de la balance énergétique, ça se trouve, elle consomme beaucoup plus de calories en faisant son café à la crème chantilly et le caramel et tout le reste, que si juste, dès le départ, elle s'était demandé: «OK, j'ai envie de grignoter. J'ai le droit radicalement, inconditionnellement de grignoter, c'est légitime. Qu'est-ce que j'ai envie de grignoter? Je grignote, ça se trouve, il y aurait eu moins de calories». Bien qu'on s'en fiche et que c'est pas du tout l'objectif. Je dis juste ça pour se donner une perspective, même en fonction de cet objectif-là. Et on voit que encore une fois, elle est dans l'autorisation pragmatique, puisque elle se fait ce café, elle met la chantilly, elle met le caramel. Donc on va me dire: «Oui, Maïdar, tu vois, elle se prive pas». Bah si, elle se prive. Si, elle est dans la privation. Parce qu'on la voit dans son dialogue. Alors ça, c'est son dialogue qu'elle nous partage. J'ose même pas imaginer comment ça doit être en réalité dans sa tête, mais on voit bien qu'en fait, elle est constamment en train de se critiquer, de se juger. «Ouais, mais attends, faudra pas t'étonner si t'es grosse, si tu mets toute cette chantilly, que tu manges ce caramel, c'est mal pour ta santé. En plus, tu as déjà des problèmes de santé». Donc ce dialogue interne, il est là tout le temps, en train de la critiquer. C'est une violence qui est là tout le temps et c'est une forme de restriction psychique et émotionnelle. Pas, s'il vous plaît, une pensée tordue ou sexuelle. J'ai souvent besoin de m'occuper les mains, de faire ça. Avant, c'était la clope et c'était la bouffe. Maintenant, c'est plus la clope, mais c'est toujours la bouffe. Et regardez, comme c'est agréable. Par rapport à ça, par rapport à la cigarette, la bouche et cetera, certains, psychanalystes pourraient nous parler d'un blocage de la phase orale dans le développement d'un enfant, qui est basé un peu sur des théories, analytiques, notamment celle de Freud. Mais on va pas aller explorer ça, bien que ça puisse être une hypothèse qui puisse être intéressant. Ici, c'est plutôt la notion de, il y a une autre croyance qu'elle a, on le voit ici. Sa croyance, et beaucoup de gens l'ont, c'est: il est légitime de manger seulement lorsque j'ai faim physiologiquement. Il faut que j'ai faim physiologiquement pour me donner le droit de manger. Et en fait, c'est absurde et dangereux comme croyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, la faim physiologique n'est qu'une seule des trois faims. Il y a la faim physiologique, c'est-à-dire la faim dans l'estomac, la faim de notre corps qui a besoin de se nourrir, de manger. C'est une première faim. Généralement, c'est la première qui va être comblée. Et ensuite, il y a une deuxième faim, qui est la faim hédonique. D'accord? La faim hédonique, c'est le signal de notre cerveau qui se dit: «OK, j'ai ce repas m'a procuré suffisamment de plaisir, je n'ai plus besoin de manger parce que j'ai eu suffisamment de plaisir». Donc au niveau de dopaminergique et en fait, c'est là que c'est vous allez le voir, c'est là que les choses sont faites. Plus on se culpabilise de manger, plus pendant que je mange imaginons, je me dis: «Ah, bon, j'ai envie de manger un cookie, j'ai un peu faim. Bon, le cookie me remplit. Et puis, quand j'ai mangé le cookie, je me dis: «Mais c'est mal, c'est pas bien, c'est mauvais pour ta santé, tu vas grossir, blablabla», tout ça. Et ben, en fait, je me mets dans un état de stress. Je stresse, j'angoisse, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de mal, de mauvais. Je me critique, je me juge. Et donc, j'empêche mon cerveau de délivrer la dose de plaisir de quel il était en quête, puisque en fait ma faim c'était une faim hédonique, je cherchais à avoir du plaisir, mais je n'ai pas de plaisir puisque je suis en train de me juger et de culpabiliser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ma faim hédonique n'est pas comblée et donc il faut que j'en mange un deuxième, un troisième, un quatrième pour essayer d'avoir le même plaisir que j'aurais peut-être eu avec un seul cookie si je m'étais foutu la paix et que j'avais juste kiffé mon cookie. Merde. Bon, ça c'est la deuxième fin, la fin hédonique. Puis la troisième fin, je fais quand même attention avec mes doigts parce que vous voyez, ça peut très vite être pernicieux. Troisième, ma troisième fin, la troisième fin, c'est la fin sensorielle. C'est pour ça que, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, quand je prends un repas, je sais d'expérience, maintenant je me connais, je sais d'expérience que pour moi, c'est très important les textures, les goûts. Donc, par exemple, si je mangeais juste un seul truc mou,
je sais pas, genre j'aime pas trop le risotto. Pourquoi? Parce que c'est tout la même texture, le même goût. Manger juste un plat Je sais que même si j'ai rempli mon estomac et que j'ai eu du plaisir, à la fin de mon repas, je vais avoir envie de quoi? Je vais avoir envie d'une touche de croustillant, d'une touche peut-être d'acidité. J'adore les cornichons, j'adore les trucs dans le vinaigre. Peut-être que je vais avoir envie d'une touche de sucré, d'avoir envie de... En fait, il y a un aspect sensoriel. Et c'est pour ça que moi, j'adore avoir des repas où j'ai plein de trucs comme ça, parce que je vais répondre à ma faim physiologique, à ma faim hédonique, à ma faim sensorielle. Ensuite, il y a tous les aspects émotionnels et affectifs, mais ça, c'est encore autre chose. Là, je parle des 3 faims. Et en fait, c'est lorsqu'on a rempli ces 3 jauges de la faim, c'est une fois qu'on a rempli ces 3 jauges qu'on atteint ce qu'on appelle le rassasiement. Et le rassasiement, ce n'est pas la satiété, c'est le fait de simplement, naturellement, sans réflexion, ne plus avoir le désir de soulever la nourriture pour l'amener à sa bouche. Je suis rassasié, je suis bien, je n'ai pas besoin de continuer. Et ce qu'on remarque, c'est que plus les gens sont dans le contrôle et dans la restriction, plus il y a un espace important qui existe entre leur faim physiologique et leur faim hédonique et leur faim sensorielle. Donc on va remplir la faim. C'est pour ça qu'on me dit, mais Haïdar, je n'ai plus faim. Sous-entendu, j'ai plus faim physiologiquement, et pourtant je continue à manger. Oui, c'est naturel, c'est normal, parce que ta faim hédonique et ta faim sensorielle ne sont pas remplies. Bref, continuons. Tu vois la petite mousse, bon là il n'y a pas trop de mousse. Ah, j'en ai mis trop. J'aurais pas de place pour ma chantilly. Voilà, et ensuite je vais venir mettre un petit peu de chantilly. Quand j'ai pensé à filmer ce moment, je me suis dit, bah je vais pas leur montrer la chantilly et le caramel. Après je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas montrer en fait ta réalité alors que tu fais une vidéo pour parler de ce qui t'handicape dans ta life? Donc ne te mens pas et ne mens pas aux gens. Donc peut-être que c'est une manière aussi de me... Et j'en mets beaucoup en plus, tu vois. Peut-être que c'est une manière de me confronter aussi de faire cette vidéo. Je pense qu'en fait, quelque part, j'attends un petit peu de cette vidéo d'avoir un petit électrochoc. Je pense que j'en aurais pas. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mange ça. Donc c'est comme si je prenais mon goûter. Sauf que parfois, je prends en plus mon goûter. C'est méga sucré. Mais c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidé d'être honnête, hein. C'est trop sucré. Mais j'aime trop. Mais c'est trop sucré. Vous voyez l'ambivalence? C'est trop sucré, trop, ça veut dire que c'est désagréable, mais j'aime trop. Et en fait, on voit que cette ambivalence, elle est complètement liée à ce dont on parlait tout à l'heure, de la déconnexion au corps. C'est vraiment un aspect de psychique, mon cerveau, et mon corps, déconnexion totale. Et ça, c'est de nouveau une conséquence des régimes et de la restriction. Bon bah à plus, hein. Nous sommes le matin, il est 9h. Hier, j'ai pas terminé la journée avec vous parce que bah, j'ai oublié. On ne change pas une équipe qui gagne, vraiment. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Bah, ce que je vous ai dit. Et puis le soir, on s'est commandé des sushis. Et j'ai pris un dessert qui était le même que le midi. Bon, au final, quand tu fais le topo de la journée, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai plus bu que mangé, grignoter des cafés avec de la chantilly que de vraiment manger un vrai repas conséquent. Honnêtement, c'était l'une des journées où j'ai pas trop grignoté. Et voilà. Ce matin, j'ai envie de me faire un chocolat chaud. Donc je me suis acheté du chocolat, comme ça, que je vais faire fondre dans du lait. Je pense que c'est trop chaud pour goûter. C'était un peu chaud. C'est très bon, mais c'est très sucré du coup. J'ai mis beaucoup de chocolat. En fait, j'ai l'impression que parfois mon alimentation, elle est genre normale de ouf. Elle est, je grignote pas, je mange équilibré. Et le lendemain, c'est pas que je vais me venger, mais c'est que je vais reprendre ce truc où quand je suis toute seule, c'est un peu, je pense, involontaire et inconscient, mais un peu une cachette, tu vois. Je vais pas grignoter devant des gens. Enfin, je peux grignoter quelques petits trucs comme ça, mais vraiment, ce moment où je suis allongée, je travaille, où je regarde un truc, et que j'ai, je sais pas, des chips de banane, ou des petits gâteaux, ou même un fromage, enfin, tu vois, peu importe. C'est un moment. Et je sais que je le fais rarement devant les gens, parce que je pense que j'ai tellement été habituée à me cacher depuis toujours, que du coup, je pense que c'est c'est ma cachette, quoi. C'est un peu l'endroit où je m'échappe, quoi. Donc... C'est intime. Ouais. Je sais pas quoi vous dire de plus, là. Je voulais revenir sur... Très joli intérieur, hein. Je vous ai dit l'autre jour que j'avais pas de TCA.
Et en fait, je pense que j'ai complètement des TCA. Je Je pense pense que que j'ai complètement des troubles du comportement alimentaire depuis toujours et que je me voile complètement la face. Parce d'accord. que je crois que dans mon inconscient, le mot TCA veut dire engloutir de la nourriture et la rejeter et se faire vomir. Et donc, bah, vu que je ne fais pas ça, enfin que je ne fais plus ça, j'ai essayé de le faire quand j'étais adolescente. Ça ne fonctionnait pas, mais j'ai essayé. Bah, du coup, je me suis très vite dit, bah, du coup, j'ai pas de TCA. Et en fait, je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, parce qu'en fait, les TCA n'ont rien à voir avec ce qu'on mange, quand on mange, en quelle quantité on mange. Les TCA, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser. Et de ce que j'ai déjà observé, il me semble pas trop osé de dire qu'effectivement, Juliette souffre de TCA. Euh, Puisque TCA veut dire des troubles du comportement alimentaire. Et qu'en fait, je vois bien au quotidien et à travers cette vidéo, enfin, disons que la vidéo me le fait remarquer encore plus, que mon rapport à la nourriture n'est pas sain, que mon rapport à l'alimentation est rempli de complexité. Donc, est-ce que ce serait pas un trouble du comportement alimentaire? Voilà. Est-ce que le grignotage ne serait pas un trouble du comportement alimentaire? C'est une vraie question que je pose. Parce que peut-être que dans la définition, je regarderai la définition, on va la mettre ici, la définition d'ailleurs. Parce que au final, je pense que quand on met des mots sur ce qu'on vit, je pense que ça, déjà, enfin, c'est pas que ça fait du bien, mais c'est que ça pose les choses comme les gens qui sont HPI, qui sont TDAH. En fait, de savoir ce qu'on est, ce qu'on a, ça peut faire du bien, et puis surtout, ça permet de conscientiser un peu plus, quoi. Je dirais. Parce que de dire simplement que je grignote tout au long de la journée, je trouve que ça minimise le problème, entre guillemets. Et pas entre guillemets d'ailleurs. Je voulais vous parler d'un autre truc. Récemment, je suis tombée sur pas mal de vidéos sur TikTok et Instagram de nanas grosses. Je pense qu'il faut dire le mot grosse, hein. Enfin voilà. C'est pas une insulte, ça peut être une réalité, mais c'est pas une insulte. Ou de nanas en chair, en forme, rond, comme vous appelez ça comme vous voulez, qui se montraient heureuses et bien dans leur corps. Et je me questionne, je me demande si c'est vraiment possible, ou si c'est pas un leurre. C'est pas un jugement, c'est franchement une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on peut être heureuse en étant grosse? Alors, vous allez dire, bah, c'est pas une histoire que de poids, mais je. Pour moi, en fait, si on peut pas, si on ne peut pas être heureuse en étant grosse, on le sera jamais en étant mince. C'est juste ça. Je peux pas, si je me rejette dans un état d'être, il n'y a aucun état d'être qui m'accueillera. Et donc, avant d'être mince, il s'agit d'embrasser pleinement le fait d'être grosse, de vivre. C'est pas d'être grosse, c'est de vivre l'expérience d'être dans un corps qui est en surpoids. Et à partir du moment où on accepte cette expérience pleinement, avec tout ce qu'elle a d'inconfortable, il me semble qu'on ouvre la possibilité de vivre autre chose. Mais tant qu'on y résiste, on y reste. Ce à quoi on résiste persiste. Je me demande, parce que s'il y en a, j'ai trop envie de savoir de comment ça se fait. Comment ça se fait, comment vous arrivez à être heureux ou heureuse en étant grosse. Comment vous Parce que heureux, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque là derrière. Il y a l'arnaque Instagram de heureux, c'est pas ça heureux. Ou alors le bonheur n'existe pas. En fait, je crois que c'est plutôt une notion de je suis avec moi quoi qu'il arrive. Des fois, j'éclate de rire et c'est génial. On adore rigoler. Et des fois, j'éclate de larmes. Et quand c'est le cas, je suis avec moi aussi. En fait, je suis là tout le temps. Quoi, la vie, la vie est faite de polarité. En haut, en bas, à droite, à gauche, chaud, froid, rire, là. Enfin, c'est des polarités. À partir du moment où j'accepte toutes les polarités, j'accepte de danser avec elles, alors je suis heureux. Pas parce que je suis joyeux et que je fais des sourires niais et idiots à longueur de journée et que je le documente sur YouTube, sur Instagram, mais parce que j'embrasse l'expérience d'être un être humain. Et s'il y a une chose dont on ne guérit jamais, c'est de ça, notre humanité. On est condamné à être humain jusqu'au jour de notre mort. Après, je ne sais pas, adressez-vous à quelqu'un d'autre pour ces questions, mais en tout cas, jusqu'à notre mort, on est humain.
Et quand on est humain, on souffre. Vous arrivez à vous sentir bien On souffre et on me dira: «Mais alors, à quoi bon? À quoi bon, Haïdar, faire quelque travail que ce soit, puisque tu nous dis que de toute façon, on va continuer à souffrir?» Ah! Je suis d'accord. On continue à souffrir, mais la question c'est: est-ce que mes souffrances valent la peine d'être vécues? Et pour moi, la réponse c'était souffrir de mon tour de taille, de mon rapport à la nourriture, de mon rapport au corps, souffrir parce que j'ai mangé un beignet au lieu de manger un brocoli, ça m'intéresse pas, ça ne vaut pas la peine. J'ai envie que mes souffrances, elles soient choisies. Je choisis les souffrances qui valent la peine d'être vécues. Et il y a des souffrances qui sont beaucoup plus importantes. Et putain, je souffre régulièrement, mais quand je souffre, c'est pour des raisons qui valent la peine. Et donc, quand j'accompagne les gens, c'est pas pour les arrêter de faire souffrir, parce que sinon je serais un vendeur de tapis comme il en existe tellement, c'est pour les aider à souffrir pour les bonnes raisons. Et Juliette, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de souffrir pour les bonnes raisons, les raisons que tu choisis. dans votre corps, avec toutes les injonctions qu'on vit depuis des millions d'années, peut-être pas des millions d'années, mais depuis beaucoup de temps, parce que moi, c'est pas le cas. Franchement, moi, c'est pas le cas, hein. Je suis pas heureuse. Et après, c'est vrai que quand j'étais plus mince, je n'étais pas non plus, parce que je croyais toujours être grosse. En tout cas, c'est un sujet que j'ai très envie de creuser, parce qu'en fait, à la fois, je me sens hyper seule dans ce poids. Et en même temps, je sens qu'on est quand même très nombreux et nombreuses, surtout nombreuses. Je mets pas les hommes de côté, mais je sais que c'est aussi vachement une affaire de femmes. Parce que le rapport au corps, l'image, être désirable, être non périssable, etc. On connaît la chanson. Je sais qu'on est beaucoup à souffrir et que j'ai envie d'aller questionner tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai 35 ans, je dirais depuis que j'ai 10 ans, c'est l'histoire de ma vie. Donc à un moment, peut-être qu'il faut aller creuser le dossier, quoi. Il faut aller creuser le truc et se prendre peut-être des choses en pleine gueule que j'ai pas envie de voir. Je me questionne. Complètement. Creuser le truc, pour moi, quand elle parle de creuser, c'est quand même pas par hasard, c'est vers le bas, creuser. Et creuser, ça veut dire justement arrêter d'être dans l'analyse, la compréhension intellectuelle, aller dans l'intégration, c'est-à-dire aller creuser dans sa poitrine, dans son ventre, aller creuser ce qui se trouve là. Mon hypothèse, c'est que ce qui se trouve là, c'est ce que j'appelle le magma émotionnel, c'est-à-dire que depuis sa naissance, depuis son enfance, il y a eu une accumulation donc sa sensibilité au-dessus de la moyenne, qui est son plus beau cadeau, mais aussi son plus lourd fardeau, a fait qu'il y a plein d'émotions qui sont apparues, mais qui ont été bloquées, qui n'ont pas pu être exprimées, qui n'ont pas pu être vécues. Et toutes ces émotions, elles ont été comprimées, compressées dans son corps, et ont fini par créer ce que j'appelle le magma émotionnel. Et c'est pour ça que très souvent, peut-être elle a besoin soit de se restreindre, soit de manger beaucoup, pour ravaler sa colère, sa tristesse, sa solitude, sa révolte, ravaler tout ça, là, ravaler, s'anesthésier, parce que ce magma émotionnel, il fait trop flipper. Il fait trop flipper. Peut-être qu'à chaque fois que ça monte, elle sent que le magma, il monte, le mental, il panique et il se dit vite, 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 il faut qu'on ravale, il faut qu'on se déconnecte, il faut qu'on s'anesthésie. Et là, que ce soit la nourriture ou la privation de nourriture, les deux fonctionnent très bien. Très, très bien. Questionne beaucoup, quoi. Ouais, je me questionne vachement sur pourquoi je me traite comme ça, en fait. C'est plutôt ça la vraie raison. Il y a la morphologie. J'ai une petite réponse. Elle dit pourquoi est-ce que je me traite comme ça? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la première vidéo, dans la première partie, elle dit je me déteste. Bon, ben voilà, elle est là la réponse. Juliette, si tu te détestes, tu peux pas prendre soin de toi sincèrement. Tu peux pas t'aimer sincèrement si tu te détestes. Quand on se déteste, quand on déteste quelqu'un, on a envie de lui faire du mal. On a envie de lui faire subir des choses. On n'a pas envie de prendre soin de lui. Je peux pas prendre soin de mon meilleur, de mon ennemi. Et donc, la réponse ici, c'est l'amour de soi. Pas l'amour de soi, cucu, plan-plan, avec des petites fleurs. C'est l'amour de soi radical, de la loyauté au présent, à ce qui est, dont j'ai déjà parlé. Et puis il y a la manière dont on se traite. Et que moi, je fais rien pour me traiter de la bonne manière, Est-ce pour que tu bien penses le nourrir ma mériter? maison, comme je vous disais l'autre fois. Et en vrai, c'est ça que je questionne aussi Ouais. beaucoup depuis des années avec ma psy d'ailleurs, hein, de comment se fait-il que je n'arrive pas à me nourrir avec des bonnes choses dans tous les sens du terme. Je n'arrive pas à me nourrir avec des bonnes choses. Donc on voit ici
que la nourriture devient une performance. C'est pas juste manger. Quand un mangeur normal mange, il mange. Il n'est pas en faire une performance. Il n'est pas en réussir quelque chose. Et là, on voit que pour Juliette, dans sa construction, dans sa croyance, réussir à manger, c'est une performance. Réussir à bien manger. Il y a les bons aliments, les mauvais aliments, évidemment. C'est l'ancien paradigme, l'ancien monde, à nouveau de la restriction. Comment se fait-il que j'ai l'impression que je ne mérite pas? Vraiment, et pourtant je travaille tout ça. Je travaille tout ça en permanence. Comment? Je trouve Ma que question. c'est Comment un tu sujet travailles ça? Parce que qui est je suis difficile, curieux. quoi. Voilà. C'est difficile. Je sais pas si cette vidéo elle a un intérêt, elle a un sens, je sais même Elle pas est si je géniale. vais la Infiniment poster. merci. Mais c'était important pour moi de vous parler un petit peu de ce que je vis en fait. Je sais pas où me mettre. Ben, je vais vous mettre là où vous étiez. C'était bien, voilà. Ce dont je me rends compte en fait dans cette vidéo là, c'est que en effet j'ai des TCA, genre c'est inévitable. C'est sûr que j'en ai, que je bouge dans des réflexions. Ça c'est évident aussi parce que en travaillant tout ça en analyse, évidemment que ça bouge. Et encore maintenant, j'ai du mal à, même si j'ai un peu d'épice, qui est de, en effet, tout ce que je vous ai raconté, hein, et puis il y a d'autres choses qui me sont un peu intimes que j'ai pas envie de dévoiler ici, mais je sais que c'est une manière de me protéger, c'est une manière d'être différente, c'est une manière de me rebeller aussi, D'exister, ouais. de pas correspondre aux désirs Tout à de fait. certains, et du coup j'en paye les pots cassés par derrière, on va dire. Tout ça, franchement, c'est hyper dur. Alors vous allez dire, bah ouais, bah en fait c'est... Donc on voit en fait effectivement que ce surpoids présente un ensemble de bénéfices, notamment celui de créer une barrière protectrice avec le monde. Donc on voit que ce dont il s'agit, c'est de rencontrer et d'être autosuffisante dans son besoin de sécurité. D'accord? Et puis le deuxième élément, c'est dans son rapport à sa vulnérabilité. Je crois que très souvent, il y a ce que j'appelle la phobie du ressenti. Et peut-être que Juliette souffre de ça aussi, c'est-à-dire de cette angoisse de ressentir le désarroi de la petite fille qu'elle a été. Et si son mental veut éviter de ressentir ça, à un moment donné, c'était tellement insupportable, insurmontable ce désarroi de la petite fille, eh ben, il a trouvé des astuces pour que ça n'arrive plus. Mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est dur pour tout le monde, meuf, il faut te bouger le cul. Oui, 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 oui. Et s'il vous plaît, en vrai, je vous le dis là, même si je vous connais un peu, les gens de ma communauté, on va dire, des gens qui me suivent, mais soyons un peu doux dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, il y a bien plus grave, ok, on le sait. Je le dis parce que ça me semble logique, hein, on le sait, et qu'il y en a pour qui c'est vachement plus facile d'accès, tout ce que je vais raconter, et pour d'autres, c'est vachement plus handicapant, comme moi. Et je pense qu'il faut aussi respecter les endroits de chacun, quoi. Juste, je le dis. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous reconnaissez dans ce que je raconte, bah en fait, vous n'êtes pas seul. Comme moi, je suis pas seule. Et je pense que c'est aussi une vidéo qui est là en soutien, qui est là un peu pour venir, on se fait un câlin et on sait que c'est pas facile. Et on s'accompagne et on s'entend. Voilà. Juliette et toutes les personnes qui ont pu se reconnaître dans ce qu'elle raconte et dans l'analyse que j'essaie d'en faire. Si jamais ça vous parle, si jamais vous êtes intrigué, si jamais vous vous dites ah tiens il y a un truc là, Juliette ou les personnes qui sont en train d'écouter, je vous invite à peut-être prendre le temps de découvrir plus des vidéos sur cette chaîne YouTube pour voir ce que vous en pensez. Il y a des vidéos à la fois de témoignages de personnes que j'ai accompagnées ou des vidéos d'analyse. Faites-le. Si vous vous sentez prêt à passer le pas, c'est-à-dire à se dire ok, je me donne la chance peut-être de découvrir un nouvel état d'être, une nouvelle manière de vivre qui correspond justement à cette quête de sérénité, de paix, de pacification alimentaire, de paix avec soi-même, et que ce que je propose ici vous a intéressé, vous avez peut-être encore la possibilité de postuler pour un appel de bilan personnalisé offert. Il s'agit concrètement d'une conversation avec moi de vive voix dans laquelle je vais vous poser un certain nombre de questions pour chercher à comprendre quelle est votre situation, où est-ce que vous en êtes, vous donner un feedback et à partir de là, peut-être
C'est pas systématique, mais peut-être, ça arrive parfois que on se donne l'opportunité de démarrer un travail sur le plus long terme, un travail de pacification alimentaire. Mais bref, ça c'est musique d'avenir. D'abord, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se donne la chance de faire le point ensemble. Et si vous voulez le faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en description ou en premier commentaire pour effectivement voir s'il y a des plages de disponibles sur l'agenda en ligne. Reprenons. Écoutez, j'ai hâte de vous lire. Je sais pas ce que cette vidéo rendra encore une fois, mais voilà. Je vous en reparlerai certainement, je dirais même très certainement. Je vous en reparlerai de tout ça. Waouh, c'est noir, il n'y a plus du tout de lumière. On se quitte un peu dans la pénombre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut. Bon, désolé pour ce cadrage nul. Hein. Je voulais même terminer sur un truc, vu que j'ai regardé un peu la vidéo. Il y a plein de choses que j'aurais aimé aborder. Il y a plein de pans, de réflexions que j'aurais envie d'aborder. Mais en fait, vu que c'était pas spontané, et vu que je suis une meuf spontanée, j'ai pas envie de fausser ce truc-là. Et en plus de ça, je pense que c'est un sujet qui mène à beaucoup de réflexions et que tout n'est pas binaire, blanc ou noir, et tout ça est très 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 complexe. C'est un sujet hyper complexe, évidemment. Je voulais juste terminer cette vidéo en vous disant que je suis pile poil dans le paradoxe que je connais bien trop. Je suis à un stade où, là, j'ai pris du poids, je le sens. Et là où est le paradoxe, c'est que je fais rien pour perdre du poids pour l'instant. En fait, je sais que je fonctionne comme ça. Je fonctionne par montagne de... Ce dont elle parle peut-être ici, c'est de la lassitude d'essayer des trucs. Et en fait, je trouve ça plutôt intelligent. Procrastiner le fait de revenir dans une phase dans laquelle elle se contrôle et elle se restreint, c'est une très bonne chose, puisqu'elle sait d'expérience, puis ça fait des décennies qu'elle le fait, que ça va de toute façon pas marcher. Donc le fait qu'elle n'ait pas envie de le faire, puis qu'elle se sent lasse, moi j'ai des gens qui me disent j'arrive plus à me contrôler, bah génial. C'est parce que vous avez compris que vous étiez arrivé au bout d'un système. Et là, Juliette, elle est arrivée au bout d'un système, mais j'ai le sentiment qu'elle n'a pas encore le système d'après. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. De pic de on y va et machin, et de ah, je me déteste. Et je pense qu'en fait, les régimes, les rééquilibrages alimentaires, le sport de manière un peu intensive pour une personne qui fait pas trop de sport, moi j'y crois pas trop. Parce qu'en fait, ça marche sur le moment, mais ça marche Voilà, jamais sur le long terme. Je absolument. crois qu'il faut fondamentalement changer de mode de vie et de mode de consommation, de changer de vie, en fait, de changer de réflexion, de prendre un autre chemin dans notre vie. Changer de Quand on paradigme. change de boulot, par exemple, on change un peu de vie, parce que on change d'horaire, de lieu, d'habitude, et donc on découvre des nouvelles habitudes, et en fait je pense qu'il faut que je change de mode de vie, vraiment. En bref, ce que je voulais vous dire, c'est que là où je suis dans le paradoxe, c'est que je me déteste en ce moment. Je suis vraiment pile poil dans tout ce que je déteste de moi. Je me sens pas bien dans mes fringues. Physiquement, je me trouve moche, je me sens vraiment grosse, quoi. Et pourtant, je continue de manger des choses que j'aime, parce que au-delà de, de ma réflexion de je mérite que ça et je mérite de la merde et c'est pas conscient, il y a aussi vers quoi je suis attirée naturellement peut-être, et que vu que je vous disais que j'avais un peu un palais sucré, en fait je suis attirée par ça, j'aime ça, et parfois j'oublie complètement mes problèmes, mes problèmes de poids, mes problèmes de santé, mes problèmes d'estime de moi, j'oublie complètement et je mets tout ça de côté, juste parce que je suis dans un moment de ah putain c'est bon ça je kiffe. Et après je me dis putain pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez ce paradoxe-là? Je sais pas. Là, on le voit. En fait, Juliette, elle tâtonne. Elle explore, elle tâtonne. On la voit, j'ai l'impression que je la vois comme ça avec les yeux fermés. Elle tâtonne dans le noir et elle se dit oui, oui, mais attends, il y a un truc là qui fonctionne pas, qui marche pas, etc. Donc, elle a commencé à comprendre, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore arrivée au bout de de ce divorce avec les régimes et les rééquilibrages alimentaires, parce qu'elle continue un peu de les mettre en pratique, même si elle sait que ça ne fonctionne pas. Et on voit encore une fois cette boucle du jugement de ce qu'elle mange, de comment elle le mange et de ses croyances d'être un bec sucré. Et quand elle dit bon, ben, je dois changer de mode de vie, c'est pour moi le mode de vie à nouveau, ça fait partie de la surface, ça fait partie du symptôme. En fait, ce qu'il y a à changer,
si elle le veut, si elle le désire, c'est plutôt son rapport à elle-même. Et son rapport à elle-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire son rapport à ses besoins et à ses limites. Et son rapport à ses besoins et ses limites, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pyramide. Ça veut dire la pyramide. La pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, la pyramide de la pacification alimentaire, dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo et dont je parle dans beaucoup de vidéos. J'en mets une ici, qui est vraiment l'outil, la pierre angulaire, la pierre centrale avec laquelle on travaille dans le cadre de la pacification alimentaire. Et si jamais Juliette voulait faire un travail, je crois que c'est indispensable de mettre de l'ordre et de la structure dans ce processus pour ne pas retomber dans une espèce de thérapie qui va aller dans un sens, puis dans un autre, puis dans un truc, puis en bas, puis en haut, puis à gauche, puis à droite, pendant une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, pour arriver nulle part. Pour arriver nulle part. Je crois qu'au contraire, il y a besoin d'un vrai fil rouge, d'un vrai fil conducteur, qui est celui de la redécouverte de ses besoins, de ses limites et de cet alignement, en se débarrassant de toutes les croyances, de toutes les pensées, de toutes les identités, de toutes les injonctions, de toutes les violences, de ce dialogue, de cette voix de la violence. Tout ça, il y a besoin. En fait, ce dont je crois Juliette a besoin, c'est pas de comprendre ou d'apprendre. Elle comprend déjà beaucoup trop, apprend beaucoup trop. Je crois que Juliette, elle a besoin plutôt de se débarrasser de tout un tas de choses qui lui appartiennent plus, qui ne lui servent plus. Je crois que c'est encombré, c'est hyper encombré et il faudrait, enfin si elle avait envie, faire un grand nettoyage, un grand débarras de tout ça pour s'alléger de croyances, s'alléger d'identité, s'alléger d'injonctions. S'alléger d'habitudes, s'alléger d'objets, s'alléger de relations, s'alléger de plein de choses. Et cet allègement, peut-être, au bout d'un moment, naturellement, pourra laisser place à un allègement physique, physiologique, qui sera la conséquence du travail et pas la cause ou l'objectif. Comment vous dire, c'est tellement, tellement difficile pour moi. C'est tellement difficile de me mettre un cadre alimentaire, de me mettre un cadre tout court. Ne le C'est faut très pas. compliqué pour moi de faire Faut des pas. efforts tout court. C'est très compliqué pour moi. Des efforts de boulot, des efforts de sport, de me Mais motiver. c'est normal. Je suis pas une meuf sportive, je suis pas une lève-tôt, je suis pas une meuf Voilà. qui a la gagne. Je ne suis pas une meuf sportive, je ne suis pas une meuf qui se lève tôt, je ne suis pas une meuf qui a la gagne. Là, elle a un dénoncé des croyances vis-à-vis d'elle-même, des histoires qu'elle se raconte qui n'existent que dans sa tête, mais qui vont du coup se manifester, puisque on le sait, les croyances sont autoréalisatrices. Si je crois quelque chose, eh bien ça se manifeste. Et là, on le voit bien. Gagne, comme on dit. Voilà, c'est le vrai paradoxe dans lequel je suis. Je me déteste physiquement, mais je ne fais rien pour. Voilà, je voulais terminer là-dessus. C'est pas un paradoxe. Là, moi, j'ai le sentiment, je me déteste, mais je fais rien pour. En fait, c'est juste une énième manière de s'infliger de la critique et de la violence. Voilà. Je voulais vous remercier aussi pour... Je suis désolée, ce plan, vraiment, ça n'a aucun sens. J'ai les cheveux gras, vous êtes dans une cabane. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de Merci. profiter de ce moment-là si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien. Si c'est un truc qui vous plaît pas, bah c'est... On s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis j'espère encore une fois ne pas vous avoir plombé. Je voulais juste vous dire, voilà, je préfère le préciser parce que j'ai trop peur, entre guillemets, des discours trop tranchés. J'en ai pas peur, mais c'est juste que je trouve que c'est pas bon. Eh bah, t'es grosse, et bah, tu t'aimes pas, bah, perds du poids, mange moins. Voilà, tout n'est pas aussi binaire que ça, et les problèmes de TCA, d'estime de soi, tout ça est très 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 compliqué, et c'est important de l'entendre. Voilà, chacun est à son endroit. Je veux dire, voilà, moi j'en suis là, vous en êtes à un autre endroit, vous êtes ni mieux ni moins bien. Voilà, on est sur un chemin différent. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Prenez soin de vous, et à bientôt. Ah oui, si, je voulais quand même terminer sur un truc, je trouve ça quand même assez surprenant. On va terminer sur cette réflexion. Je trouve ça quand même assez surprenant d'adorer prendre du temps pour moi, dans le sens où j'adore me faire mes cils, mes sourcils, une petite teinture de temps en temps, mes ongles, mais pas du tout prendre soin de ma maison. Je prends soin de ma façade, pas de ma maison intérieure. C'est marrant ce truc. Quelle belle conclusion. À quoi ça nous fait penser? Ma façade, mais pas mon intérieur. Le mental, l'énergie psychique et la maison, qui, dans la pyramide, pour ceux qui la connaissent,
est la symbolique de notre corps. Et prendre soin de son corps, c'est aller le visiter et faire face à ces vieux démons, à ce magma émotionnel. Et c'est tout ce que je souhaite à Juliette. Et Juliette, encore une fois, si tu nous écoutes, je serai là à tes côtés si jamais tu veux faire ce chemin. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et de la série réaction sur la vidéo de Juliette 4. Si tu es encore là à ce moment-là, c'est probablement que tu as été intéressé. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de me dire ce que tu en as pensé, de me parler de tes questions, de tes remarques, de tes sentiments dans l'espace commentaire. Je te rappelle que si tu ne veux louper aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à activer clochette, la petite cloche, et que si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de découvrir plus de vidéos sur cette chaîne, la pacification alimentaire pour en apprendre plus. Et si tu es prêt à passer le pas, tu peux voir s'il y a encore des créneaux de disponibles pour l'appel de bilan personnalisé en cliquant sur le lien en description ou en premier commentaire. Dans tous les cas, je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Au revoir.